Bienvenue à tout le monde sur cette discussion autour de comment les pays africains utilisent les données pour lutter contre les COVID-19. Donc, ça, c'est les réflexions autour du Data for COVID Challenge qui a été lancé avec une forte collaboration entre l'Agence française de développement, AFD, les Expertise France et les Governance Labs du NYU, qui est le GovLab. Et on a parmi nous les experts, aussi quelques experts qui viennent de l'Afrique, qui travaillent sur pas mal de sujets, qui sont aussi les lauréats de cette challenge. Donc, on va discuter sur les situations actuelles des COVID aujourd'hui. C'est quoi les rôles c'est quoi les rôles des données pendant toute cette COVID, pour lutter contre toute cette COVID, comment les données aident prendre les décisions pour lutter contre les COVID et c'est quoi leur travail actuel et les sujets en actualité sur leur projet. Donc, pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vais commencer par un petit tour de table. Donc, je demande chaque personne, donc je vais commencer par les premières personnes pour faire une petite introduction et aussi c'est quoi leur participation autour des réponses au COVID en Afrique. Donc, je commence par les premiers. Massata, je vous laisse discuter, présenter. Merci beaucoup. Bonjour, chers collègues. Bonjour à tous les spectateurs de ce webinaire. Moi, je suis Massata. Je suis enseignante-chercheur en informatique à l'Université virtuelle du Sénégal avec une spécialisation en numérique éducatif. Alors, côté recherche, je fais de l'analyse des données d'apprentissage. Alors, dans le cadre de ce projet, je travaille dans le projet de recherche qui étudie la résilience des universités publiques lors de la fermeture des établissements au début de la pandémie du COVID-19. De manière spécifique, il s'agit de faire une étude sur les obstacles socio-économiques, techniques et pédagogiques dans les universités sénégalaises qui sont impliquées dans ce projet. Un dernier mot, ce projet est en collaboration avec l'Université Alioune Diop de Bombay, l'Université virtuelle du Sénégal et l'Université technique de Munich à travers son institut pour l'éthique en intelligence artificielle. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je passe par Lambert. OK, merci, Mr. Peter. Bon, moi, je suis Dr Tano Lambert, également enseignant-chercheur au département mathématiques et informatique de l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro. Et actuellement, je suis le directeur du Data Science Institute. Et le Data Science Institute, c'est en fait le fruit de la coopération entre trois grandes écoles, à savoir l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro, l'École supérieure des statistiques d'Abidjan et puis l'École Polytechnique de Paris. Donc, notre centre forme des étudiants en Master Data Science, Big Data et Intelligence Artificielle. Et donc, sur ce, nous avons, avec notre partenaire de Data 354, pour cette raison, Fabrique, c'est là, notre projet intitulé Projet ARSCO a pour objectif d'analyser les réseaux sociaux pour renforcer la lutte contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Donc, nous savons tous que la crise du COVID-19 a eu des effets dévastateurs sur le continent. Ce faisant, les statistiques sont, je ne dis pas alarmantes, mais il va falloir prévenir. Et l'objectif de notre projet, c'est à travers les réseaux sociaux, faire une meilleure analyse des réseaux sociaux pour permettre de résoudre certaines problématiques et de donner un outil fourni donc aux acteurs publics
un outil d'analyse et de surveillance des réseaux sociaux afin de renforcer la lutte contre le COVID-19 en Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu ce que je puis dire en termes d'introduction. Si tout à l'heure, on peut rentrer dans le vif du sujet, je vous donnerai les statistiques en Côte d'Ivoire en termes de, je vais dire, de personnes contaminées, en termes de taux de vaccination, etc., etc. On pourrait rentrer dans les détails. Donc, voilà. Super. Merci beaucoup, Lambert. Donc, c'est facile. Les prochaines personnes, c'est Fabrice qui travaille aussi en collaboration avec les Data Science Institute. Donc, Fabrice. OK. Merci, Peter. Et donc, je vais juste rebondir à ce que a dit Lambert. Donc, je suis Fabrice, le directeur technique du cabinet Data 354. Donc, on est un cabinet de conseil spécialisé dans Pure Player Data. Dans ce sens, on ne fait que de la data, donc spécialisé en analyse, traitement des données, sur des aspects big data, intelligence artificielle et autres. Donc, nous accompagnons, du coup, dans le cadre de ce projet ASCO, d'analyse de reconnaissance, d'analyse des réseaux sociaux pour la lutte contre le COVID-19. Nous accompagnons la Data Science Institute, justement, pour mettre en place ce volet d'analyse automatique des réseaux sociaux pour, justement, extraire de l'information, extraire de la donnée pertinente pour favoriser l'aide à la décision et guider, justement, la réponse du gouvernement contre le COVID-19. Mais justement, un deuxième aspect du projet est hors technologie, donc du coup hors réseaux sociaux, qui consiste justement à adresser la population qui n'est pas justement présente sur ces réseaux sociaux, donc notamment la population en zone rurale. Donc l'idée en fait c'est également de pouvoir mener une petite étude auprès de la population qui ne parle pas français, donc notamment des populations qui ne s'expriment pas en français, de façon à pouvoir comprendre ne serait-ce que comment est-ce qu'ils se représentent la maladie et de pouvoir justement avoir des guidelines pour savoir comment s'adresser à ces populations pour faire de la prévention, de l'information autour du COVID-19 par la suite. Donc, on pourra toujours revenir plus en détail tout au long de la présentation. C'est d'un tiroir à gauche. OK. Merci beaucoup, Fabrice. Je laisse Fodé présente. Les micros. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Je crois qu'il y a une erreur concernant le nom. Je ne sais pas comment ça s'est arrivé. Je vois Fodé Traoré. Fodé Traoré, c'est mon collègue. Bon. Donc, moi, je suis docteur Djenebou Traoré. Je suis médecin au Centre de recherche intégrée actif et communautaire qu'on appelle CIRSAC, qui a été mise en place par l'ARCAD Santé Plus. Nous sommes en collaboration avec l'IRD sur ce projet et on a mis ce projet COVID en place. C'est pour pouvoir étudier l'opportunité manquée de dépister les personnes vulnérables, surtout les PV-VIH à la COVID-19. Puisque les PV-VIH viennent au centre avec les symptômes, mais il n'y a pas de tests. Et c'est des personnes qui n'ont pas accès au centre de santé public, puisque c'est des gens qui sont stigmatisés et qui ont vraiment honte d'aller dans les centres de santé public. Donc, c'est l'opportunité manquée qu'on veut étudier dans ces projets. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on est complet sur les tables. Donc, pour l'instant, j'ai posé une question sur, en gros, c'est quoi les situations actuelles des COVID dans votre région, dans les pays que vous travaillez?
Donc, je commence par les derniers qui a présenté pour nous parler un petit peu sur c'est quoi les situations actuelles. Est-ce que c'est grave ou pas assez grave? Actuellement, chez nous, il y a moins de cas au Mali. Il y a vraiment moins de cas. Parce qu'à la date d'hier, puisque pour aujourd'hui, on n'a pas la situation d'aujourd'hui, à la date d'hier, on a 2 nouveaux cas seulement. Donc, ça fait à peu près 1 mois qu'on est dans cette fourchette. 1 cas, 0 cas, 2, au plus 5-10 cas par jour. Donc, nous sommes en baisse apparemment maintenant. Voilà. Donc, nous sommes à la date d'hier, nous sommes à 14 463 cas positifs depuis le début de l'épidémie jusqu'à la date d'hier. Il y a eu 14 463 cas et 528 décès. Et parmi ces 14 000, il y a 10 102 guéris. Voilà. Donc, nous sommes dans ces cadres-là. Et il y a eu aussi la vaccination de plusieurs personnes, à peu près 8 000 et quelques personnes de vaccination. Puisque, bon, les gens, à vrai dire, les gens ne sortent pas pour la vaccination. Les gens ont peur. Seulement, c'est les personnels de santé, comme ça, c'était obligatoire. Les personnels de santé ont été vaccinés. Et pas tout même, parce qu'il y a certains personnels qui ont refusé de se faire vacciner aussi, parce qu'ils ont peur. D'accord. Donc, il y a encore du travail autour des vaccinations, tous ces sujets de vaccination dans les pays. Oui. OK, super. Actuellement, on est en train de faire la campagne à la télé pour que les gens puissent sortir pour faire la vaccination. OK, on va revenir sur ce sujet. Je laisse Massata nous parle un petit peu sur les situations actuelles. Est-ce qu'elle est plus optimiste ou pas du tout? Alors, on était optimiste il y a 1 ou 2 mois, mais actuellement au Sénégal, ça fait 1 semaine que le taux de positivité a augmenté. On n'avait pas de décès il y a 1 mois, mais ces dernières semaines-là, on a jusqu'à 2 à 4 décès par jour. C'est peu par rapport aux autres pays, mais même si c'est un seul décès, je pense que c'est beaucoup. Depuis le début de la pandémie, pour parler un peu de statistiques, nous au Sénégal, on a eu environ 46 000 cas, 1000 et quelques décès. La campagne de vaccination a commencé comme des autres pays, comme l'a si bien dit mon collègue du Mali. Actuellement, la situation n'est pas très bonne par rapport aux dernières semaines, les derniers mois. Il y a des variants qui pointent le nez, donc on ne sait pas comment ça va évoluer d'ici quelques jours ou bien d'ici quelques semaines. Voilà la situation au Sénégal. D'accord, merci beaucoup. Donc, je laisse Lambert parler un peu. Merci, Peter. Bon, quant à la situation en Côte d'Ivoire, elle se présente de la façon suivante. Les statistiques nous donnent aujourd'hui, enfin, la première semaine de juillet, 48 564 personnes de cas confirmés, avec 47 936 personnes guéries. On a 315 décès et on a 158 cas actifs. Bon, au total, bon, là, je pense que la pandémie est maîtrisée, mais là où le bas blesse, c'est plutôt sur le côté de la vaccination. Donc, depuis le début de la campagne de vaccination, nous avons 757 123 doses de vaccins administrées pour la première dose, alors que nous avons 76 603 personnes
ayant reçu les 2 doses, comparativement à la population qui est à peu près de 26 millions d'habitants. Donc, nous pouvons dire que c'est très peu. Ça représente, je vais dire, les personnes qui ont reçu les 2 doses, c'est à peu près moins de 1%. Et les personnes qui ont reçu la première dose, ça tourne autour de 3%. Maintenant, on peut dire que la pandémie est maîtrisée. Maintenant, ma préoccupation, ça c'est une préoccupation peut-être personnelle, c'est que nous sommes en vacances et pendant les vacances, on reçoit, disons, beaucoup de voyageurs qui viennent de l'étranger, surtout de l'Europe. Donc, quelle sera la situation dans les semaines à venir? Voilà un peu le point d'interrogation. Voilà. Donc, il va falloir… Ça, c'est bien. Donc, il va falloir peut-être que nos dirigeants redoublent d'efforts dans les aéroports, aux frontières. Et hier ou avant-hier à la frontière avec un des pays que je ne vais pas citer, les gens ont dû stopper des cars qui venaient en grand nombre. Donc, ma préoccupation actuellement, c'est de ne pas importer des variantes qui viennent de l'extérieur. Sinon, pour l'instant, on a quand même moins de décès. OK. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Donc, il y a pas mal de sujets autour des vacances, migration, et vaccination. OK, on revient sur tous ces sujets. Dès le début des COVID, on a remarqué que, comment dire ça, il y a pas mal de gouvernements qui commencent à ouvrir leurs données, OK, et utilisent certaines données qui n'étaient pas ouvertes au public. Et l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui se passe en situation actuelle dans les pays. Donc, il y avait pas mal d'open data, les sujets d'open data. On appelle ça open government data qui étaient ouverts début de toute cette crise. Et on a remarqué qu'il y a beaucoup de focus, beaucoup sont plutôt centrés sur comment répondre le COVID immédiatement et pas vraiment sur les relances après le COVID ou les recovery, on dit ça en anglais. Donc, je voudrais savoir, est-ce que c'était les cas qu'on avait vus en Afrique? Est-ce qu'il y avait beaucoup de données ouvertes qui étaient ouvertes et est-ce qu'il y a pas mal d'initiatives sur les côtés réponse immédiate et pas les relances économiques? Je ne sais pas si Fabrice peut prendre cette partie des questions. Oui, effectivement. Donc, effectivement, en fait, dans beaucoup de pays africains, on a noté justement la mise en place, l'existence en fait de projets liés à justement l'ouverture de données. Malheureusement, en fait, en Côte d'Ivoire, voilà, ces ouvertures de données n'ont pas énormément eu lieu de la part des ministères, notamment tout ce qui va du ministère de la Santé et tout. Donc, donc les groupes, il y a de nombreux projets, hein, il faut donner le crédit justement au gouvernement et aux différents organismes qui l'ont accompagné, notamment, je pense à SA Analytics, qui a développé la plateforme COVID du gouvernement, ne serait-ce que quelques mois après le début de l'épisode COVID, donc dès les mois de mars, avril. Donc, très rapidement, on a eu en place en Côte d'Ivoire une plateforme COVID qui permettait justement de traquer la population, traquer les cas contacts, de pouvoir suivre, accélérer, donc digitaliser voilà, tout le process de test, donc la traçabilité des différents échantillons qui ont permis justement à ce qu'en 48 heures, la majorité des personnes puissent avoir le résultat de leur test COVID. Donc, il faut reconnaître ça, donner le crédit au gouvernement, aux différents partenaires, ça, Analytics que j'ai cité. Mais malheureusement, je trouve qu'il y a eu beaucoup moins de travail qui a été préparé justement pour l'ouverture des données, qui aurait pu justement être utilisé pour tout ce qui va être suivi et lutte contre le COVID sur le long terme. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, Peter, en fait, justement, ces mesures ont été mises en place pour répondre voilà, au COVID à l'instant T, à court terme. Donc, la mise en place de ces plateformes ont vraiment facilité justement l'action du gouvernement contre le COVID.
Mais effectivement, nous aurions bien aimé pouvoir justement accéder à ces données, voilà, anonymisées autour des tests qui ont été effectués, des tests Covid, des données liées voilà, à la propagation du virus sur le territoire, données qui sont collectées justement via ces applications de tracking. Mais malheureusement, peu de travaux ont été faits sur ce sujet et de travaux d'ouverture. D'accord, donc ça c'est super. J'aimerais savoir, c'était quoi est-ce que les rôles, les données a bien joué en place super important pour lutter contre le COVID ou c'est pas encore le cas? Je ne sais pas qu'est-ce que vous sentez autour de ce sujet. Est-ce que le sujet des données a vraiment joué un rôle important en Afrique pour lutter contre le COVID? Je ne sais pas qui peut nous... Geniba ou Massata, je ne sais pas qui est prêt pour... Au niveau du Sénégal, comme Fabrice vient de le dire, c'est à peu près le même cas que la Côte d'Ivoire. Il y a eu des initiatives louables pour mettre en place des systèmes de tracking, des systèmes de mutualisation de données, mais qui n'ont pas abouti. Maintenant, je dirais que ces données-là, qu'elles soient nationales ou internationales, nous ont permis de suivre l'évolution de la maladie au niveau national. Les statistiques que je viens de donner, c'est clair que ce sont des données qui ont été mutualisées, analysées et traitées par le ministère de la Santé au niveau des structures sanitaires. Après, du côté de l'éducation et de la formation que je connais, il y a eu des initiatives. Plusieurs réunions ont été faites sur des mutualisations de ressources éducatives, de ressources pédagogiques, des données des systèmes d'information. Mais comme le cas des données sanitaires, les initiatives étaient là, mais ce n'était pas abouti. C'est important d'avoir des données. Comme vous le savez déjà, les banques de données sont des outils d'aide à la décision. Maintenant, après, j'espère que les projets auxquels nous sommes impliqués actuellement pourront permettre de mettre en œuvre vraiment ces initiatives qui étaient déjà mises en place depuis mars 2020. Voilà, c'est ce que je veux dire sur ce point-là. Ah, ça c'est cool. J'ai vu que Fabrice voulait parler et après, je laisse Jennifer ajouter. Effectivement, je voudrais juste rajouter également un petit élément, c'est que effectivement, il y a eu de nombreux autres projets qui ont été menés pour justement analyser, donc vraiment centrés sur l'analyse de données, qui ont été menés pour justement évaluer l'impact du COVID sur différents pans économiques ou sociaux, sur différents pans économiques ou sociaux. Ces projets ont abouti et ont apporté des insights très, très importants, je pense, pour la lutte contre le COVID. Je pense par exemple au projet Recover qui a été mené dans plusieurs pays africains, notamment en Côte d'Ivoire, qui a permis justement d'évaluer l'impact du COVID sur l'employabilité des différents individus. Donc, du coup, à différents niveaux, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Donc, ce projet, notamment, a permis justement au ministère lié à l'économie, à l'employabilité, et même au ministère de l'Éducation de prendre des mesures fortes pour apporter quelques garanties liées à l'emploi, lutter contre l'impact du Covid. Après, on peut parler de nombreux autres projets, notamment un autre que j'ai beaucoup apprécié, qui permettait justement de lutter contre les rumeurs, donc les rumeurs liées au Covid. Donc, le projet était basé justement sur une collecte d'informations pour justement détecter des rumeurs. Donc, une centralisation, une collecte après suivie d'une centralisation des différentes rumeurs, une analyse de ces rumeurs-là pour justement favoriser la réponse derrière. Parce qu'il faut savoir également qu'en temps de pandémie, la réponse, la communication est ultra importante. Et ça doit faire partie de l'arsenal de réponse à une pandémie. Donc, je pense que le gouvernement ivoirien a énormément bénéficié de ces différents projets qui ont été menés voilà, très souvent en collaboration avec des institutions étrangères, comme par exemple pour le projet Recover qui est organisé par l'IPA, donc Innovation for Poverty Action.
Donc, de nombreuses institutions. Donc, je tiens justement à féliciter justement ces collaborations entre institutions internationales et gouvernements locaux, comme le gouvernement ivoirien et les différents ministères du gouvernement, qui ont permis justement d'aboutir à ces projets de qualité qui ont aidé à lutter contre le Covid. OK, merci beaucoup, Fabrice. Je ne sais pas si Sénibois, tu veux ajouter quelque chose ou pas pour l'instant? Oui, bon, vous savez, au Mali, ici, à cause de notre instabilité politique, il n'y a pas eu assez de données. Donc, les données que moi-même j'ai annoncées aujourd'hui, c'est les données du ministère de la Santé. Et c'est sûr qu'il n'y a pas toutes les données là-dedans, puisqu'il n'y a pas eu vraiment une concordance entre les structures pour ajouter les données ensemble. Donc, il n'y a pas assez de choses qu'on a fait au Mali à cause de notre instabilité. Même les mesures prises qu'on avait annoncées pour vraiment diminuer l'impact de la COVID n'ont pas été respectées. Donc, c'est ça qui fait que nous, on n'a pas assez de données. OK, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas... Les instabilités a aussi joué pas mal sur les accès à données et tout ça. Donc, ça c'est bien de savoir. Donc, ça, c'est super important. L'importance pour avoir, comment dire ça, les données qui est plutôt haute fréquence, les données qui ont pu avoir plus fréquentes, par exemple, je rappelle que j'ai travaillé sur certaines données en Afrique, surtout vers les Sahel. Et on a remarqué que les données d'enquête ménage ne sont pas réalisées souvent. OK? Et ça coûte cher, bien sûr. Et des fois, on a les données qui datent au moins 5 ans ou 8 ans. OK? Donc, des fois c'est difficile pour même l'Institut national statistique pour utiliser ce type de données. Et ça coûte cher pour, comment dire ça, faire une enquête ménage sur tous ces sujets. Donc, est-ce qu'il y avait pas mal de collaborations qui étaient faites avec les instituts nationaux statistiques et les secteurs privés? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a les collaborations entre, je ne sais pas, MTN, Vodafone, par exemple, ou d'autres réseaux téléphoniques, ou les secteurs privés avec les secteurs publics autour des sujets de données, les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y avait certains types de collaborations qui étaient faits dans vos pays ou même en Afrique, que vous avez remarqué autour de tous ces sujets de COVID? Est-ce qu'il y avait tout ce type de sujets? Je ne sais pas qui peut répondre, je ne sais pas, Massata ou... Je vais y aller. Alors, en termes de collaboration, peut-être, je peux citer un exemple que nous avons eu à l'Université virtuelle du Sénégal. C'est une université numérique, hein? Donc, du coup, tous les enseignements et apprentissages se déroulent en ligne. Mais cependant, le personnel administratif et technique sont en présentiel. Durant le semi-confinement au mois de mars 2020, tout le personnel était en télétravail. Ça, c'était une première au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Il n'y avait pas encore de loi sur le télétravail au niveau du Sénégal. Alors, nous, ce qu'on a fait à l'UVS, c'est de faire une enquête sur le télétravail. Comment le télétravail a impacté la situation des employés. Alors, on a eu des résultats intéressants autour de cette enquête-là. Ça a révélé que les performances des employés n'avaient pas baissé au cours de cette période-là. Les employés étaient plus sereins car ils ne perdaient pas de temps dans les transports dans la capitale sénégalaise. Quand on faisait l'enquête, on avait des doutes sur l'augmentation des dépenses des personnels, des employés avec l'achat des forfaits Internet. Vous parlez tantôt des opérateurs télécoms
Ici, on achète des forfaits Internet pour pouvoir se connecter. Donc, vous imaginez que les employés achetaient des forfaits Internet pour pouvoir assurer le télétravail au quotidien. Mais l'enquête a révélé qu'il y a un équilibre, en fait, entre le coût du transport et l'achat des forfaits Internet. Et donc, du coup, en termes de collaboration, les résultats de l'enquête que nous avions menée a été partagés avec le secteur privé, notamment avec le Conseil national du patronat du Sénégal, qui est accompagné par le Bureau international du travail, l'OIT, pour pouvoir actuellement mettre en œuvre une législation sociale sur le télétravail au Sénégal et qui sera adaptée à toutes les entreprises. Ça, c'est un exemple de collaboration que je peux citer entre les données que nous avons collectées dans l'enquête sur le télétravail et le patronat sénégalais avec l'appui du Bureau international du travail. À côté de cela, les données que nous avions eu à partager avec les établissements d'enseignement supérieur, ce sont les statistiques d'utilisation des cours en ligne pour pouvoir aider nos autres collègues à mettre en place des stratégies au niveau local en termes de numérique éducatif. Nous sommes une université numérique, l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, le fait de partager les statistiques, les taux d'utilisation de nos ressources, le taux de connexion des apprenants durant la période de semi-confinement a permis à certaines universités sénégalaises à réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour mettre en place un système de téléenseignement au niveau de leur institution. Voici quelques exemples de collaboration que j'ai voulu partager. Merci. Merci, Massata. Avant de laisser Fabrice parler, c'est Fabrice ou Lambert? Non, c'est Fabrice qui a levé les mains pour parler. Pour tous nos participants en ligne, si vous avez les questions, merci d'utiliser les boutons questions et réponses et posez vos questions et en réponse en live. Donc, Fabrice. Je ne sais pas si c'est Lambert ou Fabrice avant. Okay, Fabrice. Non, c'est moi qui ai levé la main. En fait. Donc, en tout cas, ta question est très pertinente parce que justement, un des enseignements de cette crise, en fait, pour le gouvernement ivoirien, c'est justement d'avoir permis de mettre en évidence ce manque, en fait, sur la mise en place d'un cadre qui permet de faciliter justement l'échange ou la diffusion de l'information, la diffusion de données ouvertes. Notamment parce que en fait en Côte d'Ivoire il existe depuis 2 ans ou un peu plus une plateforme open data, la plateforme data.gouv.ci qui est la plateforme open data du gouvernement ivoirien et qui justement voilà malheureusement n'était pas mise à jour de façon continue et sur laquelle justement des statistiques comme tu le disais ne sont pas forcément mises à jour. Donc ce qui fait que cette crise, en tout cas ces enseignements, nous ont permis en fait justement de mettre en avant ce besoin de renouveler la plateforme Open Data du gouvernement. Et c'est un des travaux, ça fait partie de nos travaux sur lesquels on accompagne justement le CICG, qui est la cellule d'information gouvernementale du gouvernement ivoirien, pour justement non seulement retravailler sur une nouvelle version de la plateforme Open Data du gouvernement ivoirien qui facilite justement l'échange, la consommation des informations, notamment de statistiques produites par l'Institut national de la statistique, mais également d'informations issues du secteur privé. Donc, comme tu as pu évoquer, les informations qui proviennent des telcos, des opérateurs de télécommunications comme Orange ou MTN ou d'autres compagnies, mais également de permettre justement de refaire la refonte de l'organisation même d'ouverture des données. Donc, comment faciliter, mettre en place une organisation qui permette à tous les ministères de produire des données et de les ouvrir à l'ensemble des citoyens de la façon la plus saine, efficace et efficace possible, donc tout en préservant justement l'anonymat et le respect des données personnelles, par exemple. Donc là, c'est des travaux qui ont été mis en exergue c'est des manquements qui ont été mis en exergue par la crise
et sur lesquels justement on accompagne le CICG pour apporter des pistes de solutions. D'accord, merci beaucoup. J'ai vu que Lambert voulait ajouter quelque chose. Oui, oui, attends, oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que la pandémie a accéléré quand même, disons, la coopération entre le privé et le public. Quand je dis entre le privé, surtout dans le secteur des télécoms et au niveau de l'enseignement, comme a dit tout à l'heure ma collègue, ça a accéléré parce qu'il fallait adapter le système africain à 99%, pour ne pas dire 100% présentiel. Maintenant, la COVID est là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, il fallait trouver des solutions telles que les cours puissent se faire et en même temps, disons, faire les enseignements pour ne pas perdre l'année. Donc, il y a eu une très, très forte collaboration entre le privé à travers les télécoms et, disons, l'enseignement supérieur ou bien l'enseignement secondaire. À tel enseigne qu'aujourd'hui, nous-mêmes, je veux dire, au niveau de l'Institut national polytechnique, on envisage un système hybride. Je veux dire, on est en train d'adopter un système hybride tel que on n'a plus besoin de payer un billet d'avion pour un intervenant qui vient de Paris parce qu'on a, on a déjà mis des infrastructures qui permettent de remédier à cela. Donc, je peux dire, d'un côté, il y a eu des points positifs par rapport à la COVID et la collaboration a été très bonne et ça nous permet, disons, d'augurer quelque chose de bon au niveau de l'enseignement supérieur. Bon, la COVID n'a pas été simplement négatif. Voilà, pour moi, hein, vraiment, ça n'a pas été fortement négatif. Voilà. Avant, il fallait payer le billet d'avion, il fallait payer l'hôtel, il fallait payer ceci. Et aujourd'hui, non. Voilà. Après avoir mis en place toutes ces infrastructures, on y gagne. Et en termes d'efficacité, nous voyons que, bon, c'est efficace aussi. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Ah, donc, ça, c'est bien. Les données montrent que c'est plus efficace et ça baisse les coûts. Donc, ça c'est super. Donc, maintenant, j'attends encore des questions qui viennent avec une partie de notre participants. Donc, les usages ou des partenariats secteur privé et les secteurs publics, c'est un chantier qui est super important. Je sais qu'à AFD, on a financé un projet qu'on appelle ça les OPAL, Open Algorithm, et ça vise à utiliser les données réseau télécom et aussi, comment dire ça, les enquêtes ménages pour avoir quelques indicateurs plus fiables et plus granulaires possibles. Et donc, il y a plein d'exemples. On voit Flowminder et les Instituts nationaux statistiques de Ghana qui essayent de travailler ensemble sur d'autres sujets. Donc, on voit pas mal de partenariats qui commencent à monter et je sais que GovLab, notre partenariat, ils ont en Libérie, une liste de tous ces types d'initiatives. On appelle ça les data collaboratifs qui commencent à. Donc, ils ont recensé pas mal de projets autour des usages du secteur privé pour les biens communs d'études. Donc, maintenant, on va parler un peu sur vos travaux actuels et les perspectives d'avenir. Donc, je vais commencer par notre collègue Jenny Bois, right? Jenny Bois. Donc, je commence avec IRD sur ce sujet. On a remarqué que le COVID n'est pas encore terminé, la pandémie n'est pas encore terminée. Il y a pas mal de sujets autour des variants, des différents variants. En France, on parle des Delta, je ne sais pas, on va voir différents codes, gamma, beta et tout ça. Donc, il y a pas mal de variants qui commencent à monter. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas accès aux vaccins. Il y a aussi
Je pense que quelqu'un avait parlé du sujet de communication parce que les gens qui ne veulent pas être vaccinés pour plein de raisons. Donc, on voit qu'il y a un sujet sur toute cette partie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur quoi est votre travail actuel et de la manière que ça répond à certains des défis qu'on vient de parler? Donc, il commence par Geneviève de IRD. C'est en train de cracher, je n'ai pas bien compris. Ça crache, la connexion n'est pas tellement bonne. Donc on parlait en fait, c'est pour nous parler sur qu'est-ce que vous travaillez actuellement et les manières que ça répond à ce type de défis par rapport à les projets actuels. Plusieurs. Non, ça. Plusieurs acteurs. Allô, oui? Oui. Ouais, donc, je disais, comment dire ça, je ne sais pas si je pense qu'il y a un petit problème de réseau. En fait, je sais que IRD travaille sur les projets qui visent à quantifier les opportunités manquantes des dépistages des COVID chez les populations vulnérables comme les VIH. Et l'idée, c'est pour nous parler sur ça, qu'est-ce que vous avez fait actuellement et comment ça avance, ces projets. Donc, le projet dont nous sommes actuellement, c'est l'opportunité manquée, comme je l'ai dit, de dépister les PVVH. Donc, on a déjà fait le protocole qui a été validé par le comité éthique du congé. C'est une étude rétro-prospective, puisqu'il y a un logiciel ici à notre centre, les CESAC, qui s'appelle NADIS. Donc, c'est les données de ce logiciel qu'on va exploiter. Depuis le début de l'avènement de la COVID au Mali, c'est-à-dire de mars 2019 de mars 2020 à juin, le 30 juin 2021. Donc, on va exploiter les données de ce logiciel en voyant quels sont les malades qui ont présenté au moins un symptôme de la COVID qu'on pouvait peut-être dépister si on avait des tests au centre. Que ce soit la fièvre, la toux, diarrhée, courbature, parmi les 21 signes de la COVID. Donc, quels sont les malades qui ont présenté ça? Et en plus de ça, quels sont les malades à qui on a prescrit des médicaments qui peuvent traiter ces symptômes-là? Paracétamol, les antitussifs, tous les médicaments qui peuvent être considérés comme un traitement de la COVID. Donc, on va déterminer ça aussi dans le logiciel et ensuite voir pourquoi on n'a pas pu dépister ces malades au niveau du centre. Ça c'est très bien. Et ça vous plaît actuellement, les projets? C'est excitant? Est-ce qu'il y a des choses qui vous excitent autour de ce travail? Oui, puisqu'on a déjà fait la base de données, on est sur la base de données, il y a certaines bases de données qui sont déjà finies. On voit que c'est vraiment intéressant. On devrait avoir vraiment quelques cas de COVID au niveau du centre CESAC qui ont échappé à notre vigilance faute de manque de réactifs. Et aussi, voilà. Donc, nous sommes allés voir certains labos pour voir quels sont les matériels qui sont nécessaires pour vraiment la mise en place d'un petit labo pour faire le dépistage des PVV.
Donc, on a fait la liste de ces matériels-là et puis on a fait une cotation de ces matériels. Donc, il y a quelques fournisseurs qui nous ont donné les prix. Donc, on a fait ça aussi. Et maintenant, on va commencer dans quelques jours l'analyse de ces données. D'accord, super. Donc, ça, c'est bien. Donc, je pense qu'il y a encore des choses qui est à faire et je vois qu'il y a pas mal de progrès sur ce sujet et on va continuer à suivre les sujets ensemble. Oui, je suis aussi en train d'écrire un document sur la COVID. D'accord, parfait, parfait. Il y a, comment dire, Massata, je sais que vos projets, je pense que c'est, si je me rappelle bien, c'est autour de l'éducation, les impacts positifs, négatifs, et aussi comment on fait sortir toute cette partie. Parle-moi un peu sur comment ça se passe. Oui. Pour rappel, notre projet de recherche, en fait, a pour objectif d'étudier le niveau de résilience des universités publiques du Sénégal dans la continuité et la qualité pédagogique lors de la fermeture des établissements en mars 2020. Alors ici, de manière spécifique, il s'agira de répondre aux questions sur quels sont les obstacles, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, les obstacles sociaux, l'environnement social des étudiants, des enseignants, du personnel administratif. Nous allons l'étudier, leur environnement économique aussi, leur environnement technique, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont des outils de travail, des ordinateurs pour travailler correctement, une bonne connexion à Internet. Nous allons étudier tout cela pour voir comment, au niveau national, nous allons mettre en place des stratégies de numérique éducatif efficaces pour pouvoir assurer la continuité pédagogique en toutes circonstances. Donc, c'est comment cette situation de crise a-t-elle impacté la formation des étudiants au niveau de l'enseignement supérieur. Alors, actuellement, nous sommes à l'étape de collecte des données et d'analyse des données. Dans certaines universités, il faut le dire, la plupart des procédures sont digitalisées, alors que pour d'autres, la digitalisation est partielle. Du coup, le problème qu'on a dans cette étape de collecte, c'est le problème de la disponibilité des données. Donc, du coup, la solution aujourd'hui que nous avons mise en œuvre, c'est d'administrer des questionnaires en ligne et d'aller sur le terrain pour pouvoir collecter des informations. Les accords d'utilisation des données ont été déjà signés avec les universités qui ont des données existantes, de même que les protocoles d'éthique. Je rappelle que nous travaillons avec l'Université technique de Munich sur tout ce qui est éthique en intelligence artificielle et autres. Donc, les protocoles ont été déjà signés et la collecte est en cours. Peut-être revenir un peu sur le détail des données que nous avons collectées jusque-là. Ça concerne particulièrement les données des systèmes d'information pédagogique, tout ce qui est gestion de notes et autres, les procédures administratives. Pour le cas spécifique de l'Université virtuelle du Sénégal, déjà, on a des données qui existent dans les plateformes de formation en ligne. Les autres universités aussi ont des plateformes. Donc, nous avons fait les templates pour récolter l'ensemble de ces données-là, mais aussi une analyse comparative des différents résultats des étudiants avant et après confinement. Voilà. Toujours dans la collaboration avec l'Université de Munich, il y a les données de la plateforme CoronaNet qui agrégé l'ensemble de toutes les données au niveau mondial que nous utilisons dans le cadre de ce projet. Nous avons vraiment hâte de sortir les premières analyses sur les données que nous avons collectées et les premiers résultats qui, je l'espère, vont impacter les stratégies numériques de nos universités respectives. Voilà. Super. Donc, c'est super. Il y a pas mal de progrès et ouais, donc ça c'est génial. Avant de passer les mains à Lambert pour nous parler sur
l'avancement des projets au Data Institute. Je laisse Fabrice. Il y avait une question, je pense que Fabrice pourrait nous aider ou quelqu'un d'autre sur les chats. C'est, pensez-vous que l'utilisation des données pour créer des solutions sera appliquée à des trucs en dehors des réponses COVID? Donc, en fait, les solutions, les méthodes ou les algos qui est fait autour du COVID, est-ce qu'on pourrait faire, entre guillemets, transfer learning des solutions ou pas du tout? Voilà. Ma réponse est... Ouais, je laisse Fabrice répondre. Je crois que c'est une très bonne question. Et je trouve qu'effectivement, on doit pouvoir profiter de la data qui sera produite ou récoltée, ou toutes les initiatives autour de la data qui sont créées dans le cadre du Covid, mais qui devront être utiles dans pas mal d'autres secteurs. Déjà, indirectement, on sait très bien que la réponse à la crise Covid a pu être aidée justement par tous les enseignements tirés des différentes crises sanitaires qui ont eu lieu avant. Donc, typiquement, je pense à la crise Ebola qui a impacté certains de nos pays. Donc, du coup, énormément de travaux, de solutions data développées dans le cadre de la réponse à Ebola a été utile pour la réponse à cette crise. Et de même pour d'autres crises sanitaires qui auront lieu. J'espère que justement, on pourra capitaliser sur les enseignements tirés de la crise Covid pour répondre aux autres crises sanitaires. Maintenant, si on sort du domaine sanitaire, effectivement, il y a énormément de moyens justement de pouvoir utiliser ces données, les données liées au contexte Covid dans d'autres secteurs d'activité. Je pense par exemple à tout ce qui va être tracking des populations, donc tout ce qui va être mise en place de méthodes, de modèles de ciblage, de suivi. Typiquement, je prends l'exemple de la solution développée par Sa Analytics pour la traçabilité des échantillons pour les tests PCR. Clairement, ça peut être utilisé dans plein d'autres secteurs d'activité, notamment dans l'industrie, pour tout ce qui va être traçabilité de produits, traçabilité de produits d'un point A à un point B, dans tout le cycle de vie des produits. Donc, c'est des avancées, c'est des solutions qui seront utiles, je l'espère, pour pas mal d'autres sujets. Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense que c'est plutôt complet. Je laisse Lambert nous parler un petit peu sur les progrès du projet au Data Institute. Peut-être 1-2 minutes, c'est possible, Lambert? Oui, merci Peter. Là, nous sommes très bien avancés. Bon, malheureusement, on n'aura pas le temps de vous montrer, je vais dire, le dashboard, mais nous sommes bien avancés. Je peux dire, Fabrice, je parle sous ton contrôle, hein, puisque c'est toi le chef technique, la partie technique. Je peux dire qu'on a avancé à peu près à 65%, 70%, c'est ça, hein? Oui, en fait, là, d'ici la fin du mois, on aura un prototype et on va commencer à faire l'objectif, c'est d'avoir des premiers retours des ministères pour améliorer les dashboards, à calculer d'autres indicateurs en fonction de leurs besoins. OK, super. On va prendre un temps spécial pour organiser quelque chose, pour avoir une bonne présentation de Lambert et Fabrice de l'équipe. J'aimerais voir les prototypes. Tout à fait. Tout à fait. Et pour souligner, Peter, on a déjà pris contact avec quelques ministères de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'enseignement technique et puis le ministère de la Santé pour qu'on puisse avoir leurs points focaux avec qui travailler. C'est-à-dire, on va présenter les solutions, ils vont peut-être donner leur avis et en fonction de ça, ça va nous permettre d'améliorer la solution qui sera ultérieurement diffusée dans d'autres ministères, qui sera utile, qui sera un outil d'aide à la décision pour les autres ministères. On va commencer d'abord avec les 3 ministères. Et puis après, bon, on verra la suite. Mais la primauté, la priorité, on donne à nos bailleurs. Donc, à Peter, il faut qu'on vous montre d'abord.
avant qu'on nous montre aux autres. Voilà. Donc, on attend un bilan à mi-parcours, je crois, en juillet. Donc, jusqu'au bilan à mi-parcours en juillet, je pense qu'on sera à peu près à 90% avancé et on attendra les critiques des uns et des autres pour améliorer, pour que vraiment cette plateforme, cet outil-là soit vraiment un outil d'aide à la décision pour nos décideurs. Super, merci beaucoup Lambert. Je pense que c'est génial. Il faut qu'on prenne le temps pour discuter sur toute cette livrable. Je pense que c'est top. Et les derniers points de Lambert, je pense que c'est génial. Et je pense que c'est pour toutes les autres équipes aussi. Le fait de faire un lien aussi avec les décideurs publics, c'était aussi les buts de toute vos initiatives. Et je pense que vous travaillez en même temps avec ce type de réflexion que Lambert et Fabrice aussi viennent de parler. Donc, ça, c'est génial. On n'a pas assez de temps. Donc, pour conclure, j'aimerais qu'ils vous partagent des messages principaux, un ou deux messages pour les publics, pour les gens qui sont avec nous et les gens qui vont écouter cette sur cette panne, comment les pays africains utilisent les données pour lutter contre les COVID, réflexion autour des challenge data for COVID Africa Challenge. Je commence par Chenibois. Juste quelques secondes, moi une minute à chaque personne. Oui. Regardez. C'est encore mute. En attendant, voilà, ça marche. OK. Oui, bon. Je n'ai pas bien, puisque ma connexion n'est pas tellement bonne. Donc, c'est plutôt, c'est quoi les messages principaux dans une ligne ou deux lignes, partage avec les publics autour des usages des données pour COVID? Bon. Là, Je peux commencer. En attendant, je passe la main peut-être à Massata et on revient tout de suite. Okay. Merci. Alors, je ne sais pas, en conclusion, je dirais peut-être que nous avons hâte de sortir les premiers résultats de notre projet de recherche et de les partager avec les acteurs concernés, oui. Surtout que c'est l'éducation et de la formation, afin de mettre en place des systèmes éducatifs qui sont résilients, parce que nous avons mis en place un projet de résilience pour les systèmes d'enseignement supérieur et qui s'appuie bien évidemment sur les données et le numérique. Je vous remercie de nous avoir associés à cette initiative. Je termine en disant prenez soin de vous et de vos proches et respectez les mesures barrières. Merci beaucoup, Massata. Merci. Et Lambert, moi, une phrase ou deux phrases? C'est au mute. C'est encore mute. Ça va un peu. Okay. Ça va. Constitue un moyen très efficace pour avoir les données. Et donc, notre projet ARSCO avance lentement, sûrement et objectivement. Oui. Et donc, avec le retour de ce que nous avons sur les réseaux sociaux, on vous mettra à disposition vraiment un outil indispensable pour une prise de décision de nos décideurs. Et comme ma collègue l'a dit, nous sommes vraiment très honorés de participer à ce challenge et d'apporter notre petite pierre à l'édifice par rapport à la COVID. Bon,
même si l'Afrique n'est pas touchée comme l'Europe, mais en tout état de cause, on ne peut pas prédire l'avenir. Donc, mieux vaut prévenir pour ne pas être surpris. Donc, nous sommes très heureux de participer à ce challenge. Merci, Peter. Merci beaucoup, Lambert. Et maintenant, Geneviève? Oui. Ah, voilà. Ça va un peu maintenant. Oui. Bon, nous avons beaucoup avancé dans le projet et à la fin de ce projet, nous comptons vraiment inviter tous les acteurs, surtout le gouvernement, à partager nos résultats, à faire un plaidoyer vraiment auprès des décideurs pour permettre au PVVIH vraiment d'avoir accès au dépistage, puisque c'est déjà des personnes vulnérables et la COVID aussi est une maladie vraiment, comme on le sait, ce que ça fait. Donc, si on ajoute ça à leur maladie et qu'elles n'ont pas vraiment un lieu pour faire le dépistage tôt, ça sera vraiment catastrophique. Donc, nous comptons faire vraiment un plaidoyer dans ce sens pour avoir quelque chose pour le dépistage. Et je vous remercie vraiment de m'avoir associé à ce panel. Et protégez-vous, protégez nos familles. Merci. Merci beaucoup. Un dernier mot à Fabrice avant qu'on termine. OK. Le dernier mot, donc je vais juste essayer de souligner du coup l'importance de la donnée. L'importance de la donnée, surtout en temps de crise, parce que les différents projets dont on a eu l'occasion de parler durant ce panel permettent de mettre en exergue un truc, c'est que la donnée, la digitalisation, le numérique, permet d'accélérer les choses, c'est-à-dire de permettre de prendre des décisions plus rapidement, des décisions plus efficaces. Et donc, j'espère que du coup, ces projets-là donneront envie aux différents acteurs publics, privés, institutions, davantage investir sur l'analyse, le traitement et l'exploitation des données. Donc, parce que grâce à elles, justement, on a vu qu'en temps de crise, on est capable de pouvoir justement prendre les bonnes décisions et le plus rapidement possible pour sortir de la meilleure façon de ces crises. Merci beaucoup à toutes les panélistes. C'était génial pour avoir une discussion sur tout ça. Donc, on est vraiment content. Et on va avoir l'autre panel les 14 juillet. Ça sera en anglais. Donc, je viens de mettre les liens dans les Zoom que les gens peuvent inscrire sur ça. Donc, merci à tous les panélistes, les organisateurs, et dans les noms du AFD, Expertise France et GovLab, je vous remercie et aussi merci beaucoup à tous les participants. Merci beaucoup et bonne fin de journée ou bonne journée pour ceux qui sont dans d'autres zones. Merci, à très bientôt. Bye bye. Bye. Merci.